Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à éclairage sur l'actualité briefing numéro 144 avec pas mal de choses ce soir, parce que bon, l'actualité commande, comme on dit, et donc l'actualité est riche. Il s'est passé pas mal de choses ce week-end, donc on va pas tarder et commencer directement avec Arnaud. Il va nous parler pas tellement de politique, choses comme ça, mais directement de choses presque militaires, on va dire. Mais on va marcher sur des œufs comme d'habitude. C'est à toi. Comme toujours depuis le 24 février 2022. L'événement le plus important de ces derniers jours et que nous ne pouvons évidemment pas ignorer dans le cadre de nos briefings, c'est la chute de Bakhmout ou de ce qu'il en reste. Samedi 20 mai, après 224 jours de combat, la prise de Bakhmout a été revendiquée par le fondateur et dirigeant de la compagnie militaire privée Wagner, Evgeny Prigojine, dans une vidéo. Vladimir Poutine, pour sa part, a publié un message de félicitations hier dimanche, dans lequel d'ailleurs il cite Wagner. Depuis Hiroshima, où il se trouvait pour le sommet du G7 élargi, le président ukrainien Zelensky a quant à lui déclaré que les combats se poursuivaient dans la partie ouest de la ville avant de relativiser la portée de l'événement. Les militaires ukrainiens affirment sans garde conviction, à vrai dire, avoir engagé une manœuvre d'encerclement, et l'Institut d'études de la guerre, l'ISW, qui n'est pas spécialement connu pour ses sympathies pro-russes, confirme que les forces de Wagner ont effectivement pris les derniers quartiers à l'ouest de Bakhmout. Alors, de cet événement qui était attendu, tout le monde parle, que ce soit en Russie, en Ukraine ou dans la presse occidentale. Il a, au-delà des narratifs des uns et des autres, une forte dimension symbolique et politique. Symbolique tout d'abord, puisque la prise de Bakhmout par les Russes survient un an jour pour jour après la chute de Mariupol. Elle a fait, selon toute vraisemblance, cette bataille plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de morts et de blessés de part et d'autre. Nul ne connaît le bilan exact. Il faut être prudent avec les annonces des Ukrainiens et des Russes. La question centrale pour la suite, pourtant, c'est bien de savoir qui des Russes et des Ukrainiens y a laissé le plus de force. Les deux belligérants, et là je ne fais que retranscrire leurs propos, disent ou pensent avoir gagné du temps, espèrent avoir affaibli le potentiel offensif de l'adversaire. Les Russes constatent par exemple que les forces de Kiev n'ont pratiquement plus avancé depuis leur gain de l'automne dernier. Quant aux Ukrainiens, ils estiment que l'offensive russe de l'hiver n'a pratiquement produit aucune avancée. Une chose est sûre en tout cas, c'est que la position ukrainienne, le narratif, comme on dit, ukrainien sur Bakhmout et le récit occidental l'entourant ont connu une inflexion début février. Je rappelle que à l'époque, la chute de la ville semble inéluctable, voire imminente, et cela était présenté à Kiev comme un événement de peu d'importance. À l'époque, Bakhmout n'était pas considéré comme stratégique. Et puis, il y a eu un revirement, et l'Ukraine a décidé de défendre la ville en y envoyant d'importants renforts. Telle était, semble-t-il, et je suis prudent, la volonté du chef de l'État, du président Zelensky et de son chef d'état-major de l'armée de terre, le général Syrski, contre, semble-t-il, encore une fois, la volonté du chef d'état-major, Zaloujny, et des Occidentaux, lesquels s'inquiétaient des coûts en hommes et en matériel d'une telle opération. Et dès lors, Bakhmout est devenu stratégique pour l'Ukraine et la presse occidentale. Bakhmout est également devenu, et on en a parlé lors de nos briefings, un enjeu ou en tout cas un sujet de politique intérieure en Russie. Nous avons régulièrement évoqué ici les prises de parole de plus en plus virulentes de Wagner contre la hiérarchie du ministère de la Défense, en particulier contre le ministre Shoigu et le chef d'état-major Gerasimov. On se souvient que ça a culminé début mai avec des vidéos sanglantes, des insultes et des menaces de se retirer dès le 10, menaces formulées par Evgeny Prigojine. Alors, essayons, dans la mesure du possible, de prendre un peu de recul et de comprendre les raisons et les conséquences de ces divisions côté russe. D'abord, pourquoi cette escalade verbale?
sans doute en raison des craintes de Wagner sur le terrain, où les choses devenaient complexes. La compagnie militaire privée a fait des envieux au ministère de la Défense, car elle a longtemps été privilégiée en termes d'accès aux ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles d'ailleurs. Par ailleurs, ces derniers mois, on le sait, ce n'est pas un secret, les rares succès russes sur le terrain ont été le fait de Wagner, ce dont le ministère de la Défense a probablement pris ombrage. Le franc-parler de Prigojine, ces interpellations que l'on a évoquées, avaient aussi probablement pour fonction de contourner l'obstacle bureaucratique, de compenser en quelque sorte sa faiblesse institutionnelle. Je rappelle, on l'a déjà dit, hein, que la compagnie militaire privée de M. Prigojine, comme d'ailleurs toutes les autres formations armées privées, n'ont pas d'existence légale dans le pays. On sait que M. Prigojine n'a pas d'accès direct au président Poutine, contrairement à Shoigu et Gerasimov. Donc il faut, d'une façon ou d'une autre, essayer d'exister politiquement et médiatiquement, et on peut penser que ces interpellations suivaient également ces objectifs. Alors, est-ce qu'Evgeny Prigojine, autre question qu'on entend beaucoup, a des ambitions politiques? De fait, il est devenu l'incarnation la plus visible, la plus populaire de ceux qu'on appelle parfois ici les patriotes en colère. Personnellement, je doute qu'il ait l'intention de se présenter aux élections ou qu'il souhaite fonder un parti politique pour différentes raisons, l'une d'entre elles étant que le champ est déjà encombré sur ce créneau-là. Je rappelle d'ailleurs au passage que ce week-end s'est tenu le congrès du parti Russie juste pour la vie et que Zakhar Prilepine, dont on a parlé il y a une dizaine de jours, qui a été victime d'un attentat, a été réélu co-président de ce parti. En tout cas, et c'est très important, et je terminerai là-dessus, le message de félicitations de Vladimir Poutine est important et on peut penser qu'il doit rassurer quelque part Evgeny Prigojine, car c'est une forme de légitimation pour Wagner. La chute de Bakhmout intervient à un moment charnière, alors que tout le monde s'attend à une contre-offensive ukrainienne et que les Occidentaux ont franchi un nouveau seuil en fin de semaine dernière avec un accord de principe sur la livraison d'avions de combat à l'Ukraine. Ah ben voilà, effectivement, une actualité dense et plein de choses. Donc, moi, j'aurais quelques questions, mais alors déjà, on a une question d'un auditeur, tu es uniquement là-dessus, tu as en partie répondu, mais on peut peut-être creuser ça. À part l'image, y a-t-il un intérêt stratégique à cette ville de Barmout? Alors, tu disais que c'était devenu stratégique, mais devenu stratégique pour des questions d'image plus que de réalité, non? Les avis sont partagés sur le sujet. Et je dirais, on l'a vu, ça a été fluctuant dans le discours ukrainien. Dans le discours russe, moins. Les Russes ont toujours considéré que c'était important. De leur point de vue, encore une fois, je ne fais que retranscrire le propos. Je ne suis pas en mesure de porter un jugement là-dessus parce que tout simplement, on n'a pas les informations. Toutes les informations, et même ne serait-ce qu'une partie des informations sur les pertes en particulier. Mais disons que le discours de Prigojine, c'est de dire Bakhmout c'est important. Pourquoi? Et pourquoi il y a eu Bakhmout? Eh bien, début octobre, l'armée russe était sur le reculoir, comme on dit, du côté de Kharkov notamment, et avec certains généraux, il a été décidé de lancer cette opération pour essayer non seulement de fixer, mais je cite les Russes, de passer à la moulinette ou au hachoir les unités ukrainiennes, de les affaiblir, de leur faire perdre leur élan finalement. Donc l'avenir nous dira, encore une fois, si les calculs russes ou si les calculs ukrainiens étaient justifiés. En tout cas, les deux parties ont jugé, comment dire, inévitable ou peut-être même important d'y envoyer des forces supplémentaires, des renforts. En tout cas, pour l'instant, c'est la bataille la plus importante en termes numériques, en termes de matériel engagé. Et
très probablement en termes de pertes, depuis le 24 février 2022. Alors, c'est un sujet plus politique, pardon. Peut-être pour compléter le tableau proposé par Arnaud, toujours sur l'importance supposée au réel de Bakhmout, il faut bien voir qu'à l'échelle du Donbass, on l'avait déjà dit, mais c'est un nœud logistique et ferroviaire sur le réseau routier donc, et ferré de cette région, d'une part, et d'autre part, c'est un verrou sur la route de la conurbation Kramatorsk-Slaviansk, qui est sous contrôle ukrainien et qui échappe toujours donc, au contrôle russe et qui est en fait le dernier gros morceau, et très gros morceau d'ailleurs, à enlever si les Russes souhaitent compléter, on peut supposer qu'ils souhaitent compléter la conquête du Donbass. Donc il est difficile d'imaginer une quelconque opération sur cette conurbation en laissant derrière une position forte ukrainienne comme Bakhmout. Donc à l'échelle du Donbass, oui, c'est stratégique. Après, à l'échelle des 1200 km de front, ça l'est peut-être un peu moins, mais tout dépend encore des buts qui sont fixés dans cette opération dite spéciale. Merci de cette précision. Oui, donc, je disais, c'est d'un point de vue plus politique, j'écoutais ce que tu disais sur les éventuelles ambitions présidentielles de Prigojine, auxquelles tu ne crois pas. Et tu indiquais qu'il y avait déjà beaucoup de monde sur ce créneau. C'est ça qui m'intrigue. Est-ce que Prilepine est un potentiel candidat à une succession très hypothétique du président actuel? Comment vois-tu ça? Alors, je n'ai pas parlé d'ambition présidentielle, j'ai parlé d'ambition politique. Mais ceci dit, la question se pose, et d'ailleurs, le nom de Prilepine circule. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au cours des élections présidentielles depuis 2004 en réalité, le Kremlin, lorsque la situation est un peu plus complexe, ou lorsqu'il y a des courants de pensée qui manifestement ont besoin d'un débouché et doivent être canalisés selon le Kremlin, eh bien, il y a des candidatures, je dirais, paratonnerres qui sont mises en avant. On se souvient, dans un registre très différent, bien sûr, de la candidature de Prokhorov en 2012 après les manifestations à Moscou, qui avait pour objectif de capter une partie du vote libéral contestataire. Cette fois-ci, on peut penser qu'il y aura effectivement un candidat coopté par le Kremlin, qui n'a pas pour ambition de battre Poutine, ce n'est pas le propos, mais de capter, d'offrir un débouché finalement, politique et électoral, à quelque chose qui, si ce n'est pas géré, pourrait devenir, non pas dangereux, mais en tout cas problématique. Et effectivement, je maintiens qu'il y a un segment de la société russe qui n'est pas satisfait des événements, qui considère que Vladimir Poutine est trop modéré, que les choses devraient aller plus loin et plus vite, qu'il faudrait en quelque sorte taper plus fort. De ce point de vue-là, Prilepine et Prigojine sont sur le même créneau, parlent aux mêmes personnes finalement. Donc, personnellement, je ne crois pas du tout à la candidature de Prigojine, mais bon, il peut y avoir des surprises. En revanche, celle de Prilepine est beaucoup plus crédible. Ne serait-ce que parce qu'il est déjà en politique. Il est député, il est coprésident d'un parti parlementaire représenté à la Douma. Donc voilà, ça me paraît effectivement un scénario crédible pour essayer de capter et calmer ces 5, 10 ou peut-être 15% de l'électorat qui, encore une fois, se sent frustré. Parfait. Bien, Igor, je crois que tu avais aussi un petit peu d'actualité, notamment les déplacements du président Zelensky dans différentes parties du monde. Oui, merci Gilles. En effet, je vais vous parler, pour commencer cette partie politique extérieure, diplomatie ou ce qu'il en reste, de la tournée de Volodymyr Zelensky, alors qu'il a emmené vendredi tout d'abord à Jeddah en Arabie Saoudite, où se tenait un sommet de la Ligue arabe, qui était intéressant donc à double titre. D'abord parce que Volodymyr Zelensky s'y est présenté, mais aussi parce que c'était le sommet de la Ligue arabe qui a consacré le retour de la Syrie et dans la Ligue arabe, avec la présence de Bachar el-Assad, donc avec les autres chefs d'État membres de la Ligue arabe, ce qui ne s'était pas produit depuis plus de 11 ans, je crois. Alors, je rappelle que la Syrie avait été mise au banc suite à l'éclatement là-bas de la révolution, puis de la guerre civile.
et de différentes positions qui avaient été prises parmi les poids lourds de la Ligue arabe, qui étaient quand même plutôt du côté de l'opposition à Bachar el-Assad. Donc réintégration de Bachar el-Assad, et là, donc, présence surprise, inopinée de Volodymyr Zelensky, donc, pour qui c'était le premier déplacement en Arabie Saoudite, à Jeddah, où il a eu des entretiens avec Mohamed Ben Salman, donc, prince héritier. Il a notamment remercié Mohamed Ben Salman pour sa médiation dans les opérations d'échange et de libération de prisonniers ukrainiens contre donc des prisonniers russes. Il a eu des échanges avec le Premier ministre irakien, le vice-premier ministre omanais, le prince héritier du Koweït, qu'il a particulièrement remercié pour la position du Koweït à l'Assemblée générale de l'ONU, où le Koweït en général vote quand même les textes qui critiquent ou qui condamnent la Russie, et également des entretiens avec le vice-premier ministre des Émirats arabes unis. Alors, quel était l'objectif de Volodymyr Zelensky? Grosso modo, au cours de ces entretiens, il a cherché à pousser, à promouvoir sa formule pour la paix, formule pour la paix que Kiev a présentée en février. De là, il s'est envolé pour... alors, avant de passer sur la séquence japonaise, peut-être redire quel était l'intérêt pour l'Arabie Saoudite, parce que c'est l'Arabie Saoudite qui était un peu maîtresse d'œuvre dans cette intervention de Zelensky à la Ligue arabe. C'était, à mon avis, de faire une opération de rééquilibrage par rapport à la réintégration de Assad à l'égard de l'Occident. C'est-à-dire qu'on sait que les Américains, depuis des années, en réalité depuis la fin des années 2010, et que l'on sent que ça se rabiboche entre les Syriens et les voisins arabes, les Américains exercent une pression énorme sur leurs alliés arabes de la région pour que surtout la Syrie ne réintègre pas la Ligue arabe, et pour que Bachar el-Assad continue d'être le paria que l'on veut présenter. Ça n'a pas résisté avec le temps. Il y a eu des signaux annonciateurs. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout l'historique avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, etc. Mais le fait est qu'au terme de très nombreux processus diplomatiques, en bilatéral, avec différents pays qui étaient plutôt favorables à la réintégration de la Syrie pour tout un tas de raisons, et bien finalement, cette réintégration a eu lieu. Et donc, on peut imaginer que c'est un geste à l'égard des Occidentaux, principalement des Américains, que de recevoir Volodymyr Zelensky dans ce sommet de la Ligue arabe, afin d'un peu rééquilibrer ce retour de la Syrie, cette présence de Bachar el-Assad à Jeddah. Alors, de Jeddah, le président Zelensky s'est envolé pour Hiroshima, pour le sommet du G7. Alors, au passage, il est arrivé à Jeddah et ensuite s'est rendu à Hiroshima à bord d'un avion français, un A330 officiel de la République française, donc un avion blanc avec la livrée bleu, blanc, rouge, République française, qui a donc été mis à disposition. Donc, il l'a pris en Pologne, est arrivé à Jeddah, et de Jeddah, ensuite, il a repris l'avion pour aller au Japon, où se tenait donc le G7, où il était invité à participer à 2 réunions, une première avec tous les pays, enfin les représentants du G7, et une deuxième qui avait lieu avec les États invités à ce G7, puisque un certain nombre d'États étaient présents en qualité d'invités, l'Inde, la Corée du Sud, le Brésil, Singapour et d'autres. Il a d'ailleurs eu des entretiens en marge du G7 avec un certain nombre de représentants de ces pays invités, dont le Premier ministre Modi pour l'Inde. En revanche, avec le Brésil, il y a eu un raté, puisque l'entretien qui était prévu entre l'Ukraine, entre M. Lula et M. Zelensky n'a pas eu lieu. On peut penser que c'est en lien avec les prises de position de Lula à l'égard du conflit en général et de l'Ukraine en particulier, qu'il a quand même lourdement critiqué ces derniers temps. Alors là aussi, au cours de cet déplacement au Japon, il y a plusieurs objectifs, me semble-t-il, pour le président ukrainien. Tout d'abord, une fois de plus, promouvoir sa formule pour la paix auprès des pays du Sud global, dont l'Inde. On sait que M. Zelensky a présenté sa formule pour la paix à M. Modi. Également, obtenir des armes, ça je vais y revenir, et essayer de niveler un peu médiatiquement l'effet de la chute de Bakhmout, qui est intervenue quasiment concomitamment à ses déplacements à Jeddah et en Arabie Saoudite. Alors, sur l'aide militaire, plusieurs éléments. Tout d'abord, l'annonce par les États-Unis d'un nouveau paquet d'aide militaire de 375 millions de dollars, principalement des munitions d'artillerie et des véhicules blindés. Mais surtout, officiellement, les États-Unis ont autorisé les pays qui le souhaitent à entraîner les pilotes ukrainiens sur des F-16. Sachant que toutefois, ni les États-Unis ni la Pologne, d'ailleurs, comme je l'avais dit la semaine dernière, n'entendent à ce stade livrer des avions.
Les Allemands non plus, alors, pour une bonne raison, c'est qu'ils n'en ont pas, mais ils ne participent pas non plus à la formation des pilotes ukrainiens. Les Britanniques, qui eux n'ont pas d'avion, en revanche, entendent former les pilotes ukrainiens. Et on voit un noyau se dessiner entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas qui pourraient être moteurs dans la formation de cette coalition des avions de chasse pour l'Ukraine. Alors à ce stade, c'est la formation de pilotes dont il est question. La France aussi d'ailleurs, mais pas forcément sur des F-16. L'Ukraine, pour rappel, demande une cinquantaine de F-16 pour être en mesure, dit-elle, d'assurer une forme de victoire contre la Russie. Alors, Biden a quand même une phrase assez intéressante dans la conférence de presse à l'issue de son entretien bilatéral avec M. Zelensky. On lui a posé la question sur ces F-16. Alors, en gros, vous formez, vous livrez pas, c'est quoi le but du jeu, comment vous voyez l'utilité de ces avions? Et il a une phrase assez intéressante où il explique que ces armes, en tout cas les F-16, ne seront pas utiles à l'Ukraine à court terme, parce que de toute façon, elles ne seront pas livrées, les pilotes ne seront pas prêts, mais qu'en revanche, ces F-16 auront certainement un rôle à jouer à plus longue échéance. Par exemple, et là, il formule l'hypothèse que si les belligérants parviennent in fine à un cessez-le-feu, eh bien, les F-16 serviront de garantie de sécurité à l'Ukraine pour prévenir une nouvelle crise. Ça renvoie à des éléments que je vous expliquais, je pense, cet hiver ou à la fin de l'année dernière, en lien avec des déclarations du secrétaire général de l'OTAN sur l'aspect garantie de sécurité, puisque personne ne veut offrir un article 5 à l'Ukraine pour des raisons qu'on peut comprendre. On se souvient qu'il y avait des débats l'année dernière, à la même époque, sur comment on pourrait élaborer des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Enfin, et finalement, une chose qui semble émerger, c'est que finalement, l'idée, c'est d'armer l'Ukraine avec des systèmes performants, des armes qui pourraient faire la différence localement, dont les F-16, mais pourquoi pas autre chose, et que le moment venu, ces armes auraient vocation à être stationnées, pourquoi pas en Ukraine, en tout cas être sur le terrain, et de facto, par leur présence, incarner une forme de garantie de sécurité pour au minimum rassurer les Ukrainiens et voire prévenir une future hypothétique reprise des affrontements. En tout cas, c'est une déclaration que j'ai relevée de la part de Biden qui semble corroborer cette hypothèse qu'on évoquait ici même il y a donc quelques mois. Pour l'aide économique, le G7, dans son communiqué final, a rappelé que pour 2023-2024, ses membres ont engagé, en matière d'aide économique, 44 milliards de dollars d'assistance à l'Ukraine qui lui permettent de boucler son budget, même si chaque mois l'Ukraine termine avec un budget en déficit pratiquement de 5 milliards de dollars, et que cette aide économique a permis à son tour le déblocage d'une aide du FMI avec une enveloppe de un peu moins de 16 milliards de dollars sur 4 ans, donc en gros 4 milliards par an pour Kiev. Alors, ce communiqué final du G7, évidemment, il fait de la Russie le premier point. Le sujet russe occupe les 4 premiers points du communiqué final. L'autre gros sujet, c'est aussi la Chine, évidemment, avec des positions quand même très affirmées sur la Chine. Alors, la réaction chinoise s'est pas fait attendre. Elle a réagi à travers un organe de presse bien connu. Et les Chinois expliquent que ce G7, finalement, était un workshop anti-chinois organisé donc au Japon. Fin de citation, c'est une citation officielle. Alors, autre élément, toujours en lien avec ce G7, c'est une phrase, en tout cas une déclaration de M. Gutiérrez, secrétaire général de l'OTAN, qui était invité donc, au G7, évidemment, et qui a affirmé dans son discours, je cite, qu'il est temps de réformer le Conseil de sécurité de l'OTAN, le Conseil de sécurité des Nations Unies, excusez-moi, et le système de Bretton Woods, qui, d'après M. Gutiérrez, ne correspondent plus à la réalité financière pour Bretton Woods de l'ordre global, et qu'il décrit l'un comme l'autre comme étant assez vétustes et comme étant source de frustration pour les pays du Sud global. Il a d'ailleurs rappelé qu'en 2023, la croissance chinoise et la croissance indienne de l'Inde représentent 50% de la croissance mondiale, d'après les chiffres du FMI qu'il cite. Et d'autre part, que si en 1980, les pays du G7 représentaient 51% de la croissance mondiale, eh bien en 2023, ils en représentent un peu moins de 30%. Et par conséquent, il y a là évidemment, au-delà de l'effet d'optique, il y a un vrai problème de représentativité et que d'après lui, il convient évidemment de réformer ces institutions. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a trouvé de l'écho du côté de Brasilia, mais pas seulement, à mon avis, du côté de Pretoria aussi, ce sont des choses qui doivent parler. Deux autres éléments d'actualité, le sommet Chine-Asie centrale, qui s'est tenu en Chine fin de semaine dernière, avec
présence des chefs d'État, donc Xi Jinping, qui a présenté à ses homologues 5 pays d'Asie centrale donc une stratégie pour le développement de nouvelles infrastructures afin de doper le commerce entre la Chine et les pays d'Asie centrale. Rien de très nouveau en somme, on reste dans le cadre des routes de la soie. En revanche, ce qui est intéressant, c'est une phrase du président chinois que j'ai relevée, où il déclare, je cite, « La Chine est prête à aider les pays d'Asie centrale à améliorer l'application de la loi, leur sécurité et la construction de leur capacité de défense. » Fin de citation. Et ça, c'est nouveau, si jamais c'est avéré, puisque jusqu'à présent, il y avait une répartition des tâches implicites entre la Chine et la Russie, la Chine s'occupant de la sécurité économique, j'allais dire, et des investissements et de la solidité économique de la zone, et la Russie s'occupant de ce qu'on appelle la sécurité dure, hard security, avec une présence militaire parfois très affirmée et des partenariats de défense avec certains pays. Donc à suivre, est-ce que c'est juste une phrase qui va rester lettre morte ou est-ce qu'on va voir la Chine s'impliquer au plan sécuritaire de manière un petit peu plus robuste dans la zone, avec notamment une préoccupation autour de l'Afghanistan depuis le retrait américain de 2021. Et je terminerai avec une nouvelle, ancienne nouvelle offre de médiation qui vient du Vatican. Après la Chine, après les pays africains, c'est au tour du Vatican de tenter une opération de médiation entre les Russes et les Ukrainiens. Le pape a nommé en fin de semaine le cardinal Matteo Zuppi, qui est président de la conférence épiscopale italienne et archevêque de Bologne, comme médiateur pour tenter de réconcilier Kiev et Moscou. On peut mettre à son actif une opération de médiation assez lointaine maintenant, des négociations au Mozambique entre le gouvernement et des séparatistes qu'il avait réussi à faire se parler, qui avait débouché sur les accords de Rome en 1992. Donc c'est une opération qui s'était déroulée entre 90 et 92. Ça date, mais voilà, donc c'est ce personnage qui va jouer tenter les bons offices entre les Russes et les Ukrainiens. Voilà, Gilles. Alors, merci. Il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent par rapport à toute la richesse de cet exposé, un peu tous azimuts. Alors, déjà, pour reprendre le dernier point, il semblait qu'on avait dit la semaine dernière que l'entrevue de Zelensky et François II n'était pas très bien passée, et notamment par la position du Vatican que les Ukrainiens avaient trouvé un peu trop pro-russe, privilégiant une paix immédiate à la, à la reconquête des territoires. Donc, est-ce que c'est pas un peu désespéré, cette tentative de médiation du Vatican? Bah, je pense que tout comme pour celle africaine et aussi celle chinoise, a priori, elles ont, en l'état actuel des choses et à ce stade du conflit, elles ont très peu de chances d'aboutir. Je pense que le Vatican en est parfaitement conscient et je ne dis pas qu'il y a uniquement une volonté peut-être de montrer patte blanche, de se dédouaner et puis d'envoyer une mission de médiation pour dire on aura essayé, donc maintenant ne nous accusez plus de telle ou telle chose. Mais bon, il y a un peu peut-être de ce syndrome-là, hein. Moi, je pense qu'à vrai dire, ils sont conscients tout à fait des limites de leurs possibilités. Donc, voilà, on l'a dit, hein, c'est la troisième tentative de médiation là, qui se fait jour en l'espace de 15 jours. Donc, le Vatican, on le savait depuis l'an dernier, qu'il y avait des choses qui étaient, comment dirais-je, il y avait déjà eu des rumeurs, hein, il y a un an, que le Vatican serait tenté par une opération de médiation. Bon, on n'avait pas vraiment vu de choses concrètes sortir. Là, il y a une personne qui est nommée, on va voir si les choses se mettent en place. Mais non, je ne pense pas que ça puisse aboutir à ce stade du conflit à quoi que ce soit en vérité. Merci. Alors, pour revenir sur le G7 et alors pour revenir aussi sur les propos de Biden, est-ce que le fait d'évoquer les F-16 comme garantie de sécurité pour l'Ukraine, ce n'est pas une façon de dire que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN? Oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, ça a été réaffirmé ce week-end, semble-t-il, par le chancelier allemand, Scholz, qui expliquait que pour l'instant, il n'y avait pas de question que l'OTAN que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et oui, c'est une façon de donner le change en quelque sorte. C'est-à-dire, une fois de plus, il n'y a pas d'article, on ne peut pas offrir un article 5 à l'Ukraine, hein, compte tenu de la situation. En revanche, sur le moyen long terme, former des militaires ukrainiens à l'emploi de matériel sophistiqué occidental. Alors là, ça peut être des F-16, mais il y aura probablement d'autres choses qui peuvent arriver.
Les stationner en Ukraine à une certaine échéance, peut-être pas tout de suite, hein, là c'est pas envisageable évidemment. Oui, ça c'est des choses qu'on va peut-être arriver, mais en tout cas le paramètre du niveau d'armement de l'Ukraine, à mon avis, a vocation à rentrer dans l'équation de résolution de ce conflit le jour où le champ de bataille, où le champ de bataille, les armes sauteront. Donc ça, c'est quelque chose qui rentrera. Après, on pourra imaginer différentes des zones démilitarisées, des zones où on trouvera tel type d'armement, mais pas ce type-là d'armement. Bon, on avait un peu ça à l'échelle du Donbass avec les accords de Minsk II, avec évidemment le sort qu'on connaît, hein, ces accords, mais ça fera probablement partie de l'équation. Et ça permet néanmoins à l'Ukraine d'entrer dans les standards OTAN, d'un point de vue de son armée. D'accord. Autre question, la présence de Zelensky au G7, est-ce que ça a changé un petit peu ou pas la position de l'Inde et du Brésil? Est-ce que le fait, alors notamment avec l'Inde, d'un rapport direct a un peu changé au moins le discours ou la perception de ces deux pays? Alors, sur le Brésil, c'est facile de répondre, c'est non, puisqu'ils ne se sont même pas parlé. Et je crois comprendre que c'est la partie ukrainienne qui a plutôt refusé d'aller se présenter à l'entretien que l'inverse. Mais bon, ça, après, évidemment, on ne sait pas, on n'est pas sur place par définition, hein. Difficile de savoir. Pour ce qui est de l'Inde, en revanche, de ce que j'ai pu lire, des différentes réactions et commentaires qui ont été faits sur la rencontre, j'ai pas le sentiment que Modi va changer sensiblement sa position sur le dossier. Je veux dire, l'Inde achète massivement du brut à la Russie, on en parle ici régulièrement. C'est un acheteur historique d'armement russe, il y a des projets dans le nucléaire civil, enfin, il y a des projets structurants extrêmement puissants qui, évidemment, n'existent pas avec l'Ukraine. Il en est de même pour les pays de la Ligue arabe. Je veux dire, les gens que Zelensky a rencontrés à Jeddah ont à différents niveaux des relations économiques avec la Russie. Avec l'Algérie, c'est extrêmement dense. Il y a aussi de l'armement. Avec les Émirats arabes unis, ça explose depuis 10 ans avec des projets là aussi extrêmement prometteurs. Il n'y a absolument rien de comparable avec l'Ukraine. L'Ukraine a des relations économiques qui sont extrêmement marginales avec ces pays-là. Donc, ne serait-ce qu'au plan des intérêts purement économiques, etc., il n'y a pas voilà. Donc, il est allé évidemment se présenter. Je ne pense pas que son discours ait sensiblement changé la position de ces pays. Ça leur permet de dire que voilà, il y a eu des entretiens avec Zelensky. Si jamais les Occidentaux viennent leur mettre la pression sur tel ou tel aspect, ils pourront dire écoutez, nous, on l'a rencontré, on a échangé avec lui. Pour voir le niveau de rencontre qu'il y a eu. Je veux dire, Zelensky est président, chef d'État. Il a rencontré des vice-premiers ministres, des vice-premiers ministres et pas forcément, enfin, protocolairement, c'était pas forcément au rang d'un chef d'État. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte quand on analyse le cadre de cette rencontre entre Zelensky et les chefs arabes. Et on imagine qu'Assad n'était peut-être pas très content de cette intervention, ça a un peu coupé son heure de gloire. Assad, paraît-il qu'il a enlevé son kit de traduction. Ouais, c'était filmé son kit de traduction pendant le speech de Zelensky. Mais Zelensky est intervenu en anglais et Assad, paraît-il, maîtrise l'anglais. Donc, il n'y a peut-être pas forcément besoin de traduction. Mais en tout cas, ça a été ostensiblement filmé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, dans la presse arabe, ça a été très largement relayé et ça a fait les choux gras de beaucoup de journalistes, ce qui est intéressant en soi. D'accord. Bon, c'est effectivement intéressant. Voilà, alors on a aussi quelques questions. Alors, là, va reparler des sanctions. À part les atermoiements sur le sujet des diamants russes, y a-t-il d'autres mesures significatives pour un nouveau train de sanctions? Alors, les sanctions, j'y reviendrai en détail lors de notre prochain briefing. Il y a eu des sanctions américaines qui sont tombées en fin de semaine dernière. Et il y a des sanctions britanniques aussi. Et il y a un 11e train européen qui, lui, n'est pas adopté. Et aujourd'hui, le ministre hongrois a réitéré sa position. Il a rappelé que la Hongrie bloquait pour certaines raisons, notamment des raisons liées au statut d'une banque hongroise présente en Russie et que l'Ukraine a mis sur sa liste des sponsors du terrorisme et la Hongrie exige que l'Ukraine retire cette banque de cette liste. Donc voilà, on est probablement dans un train de sanctions qui
aura vocation à colmater les brèches, à serrer les boulons. En d'autres termes, ce n'est pas vraiment un élargissement sectoriel, mais plutôt des mesures qui visent à entraver les stratégies de contournement, en fait. Voilà. Alors là aussi, on en avait parlé avec des bémols, c'est-à-dire que dès qu'il a été question de sanctions contre la Chine, contre l'Inde, en d'autres termes contre des pays qui peuvent aider la Russie, il y a eu des réactions très vives, notamment à Pékin, et les Européens, M. Borrell a dû faire machine arrière s'agissant de l'Inde en disant qu'il avait été mal compris ou quelque chose comme ça. Donc, et par ailleurs, des sanctions contre des pays comme le Kazakhstan, comme les Émirats arabes unis, c'est à double tranchant, encore une fois. Hein. Le risque, d'abord, c'est que ça ne fonctionne pas, mais aussi que ces pays qui sont tentés par une forme d'émancipation vis-à-vis de la Russie, eh bien, s'ils sont sanctionnés par les Occidentaux, ils retournent politiquement dans cette zone-là. On voit par exemple le traitement de l'affaire géorgienne, hein, qui est à cet égard très intéressante. Donc, pour l'instant, donc des sanctions américaines sur lesquelles je reviendrai jeudi, qui sont adoptées, qui concernent des personnes physiques, des personnes morales, bon. Et les sanctions européennes qui sont plus difficiles à voter. Et encore une fois, ce n'est pas une surprise. On l'avait dit dès le 8e ou le 9e train que d'une part, il ne resterait plus grand-chose à sanctionner et que d'autre part, trouver l'unanimité au sein des 27 était de plus en plus compliqué. Alors, il y a toujours la possibilité d'accorder des dérogations, hein, ce qui avait été fait sur l'approvisionnement en pétrole par l'oléoduc Druzhba. Voilà. Mais dans ce cas-là, on n'est plus. Bon, ce sont des sanctions à la carte. Merci beaucoup. Alors, le même auditeur, que nous saluons d'ailleurs pour sa fidélité inébranlable, nous demande si le retour de la Syrie est dû ou lié au problème grandissant des réfugiés immigrés syriens dans les pays voisins. Non, c'est une tendance de fond en réalité, hein. Ça a commencé dans la deuxième moitié des années 2010, après l'intervention russe, quand les principaux sponsors de ce qu'on va appeler pudiquement l'opposition ont compris qu'en réalité c'était raté, que Assad resterait au pouvoir, et ont commencé tout simplement à reprendre discrètement contact avec Damas. Et puis, alors, celui qui a ouvert le bal, c'est pas rien, ce sont les Émirats arabes unis, hein, qui rouvrent une ambassade à Damas avec Bahreïn. Je ne sais plus si c'est 2017, 2018, enfin, bien avant le Covid. L'administration Trump qui constate que voilà, il perd un peu le contrôle de la situation, prend ce qu'on appelle l'acte César, qui est en gros un paquet de sanctions extrêmement violents contre la Syrie, et qui est en réalité plutôt enfin des sanctions secondaires. On parlait de sanctions secondaires là, juste avant avec les Européens, qui en fait vont prendre un 11e paquet qui seront des sanctions secondaires plus qu'autre chose, hein, parce qu'il n'y a plus rien à sanctionner sur la Russie. Là, c'est ce qui se passe avec l'acte César, qui en gros dissuade toute forme d'investissement de près ou de loin en Syrie. Et là où on peut imaginer une connexion avec la Turquie, puisque quand tu dis les réfugiés syriens, ça fait penser à la Turquie, parce que c'est la Turquie qui en a reçu le plus grand nombre, hein. C'est que ces pays arabes, en fait, sont incités à revenir en Syrie diplomatiquement et économiquement pour faire barrage à la Turquie, parce qu'ils constatent qu'il y a une influence grandissante de la Turquie en Syrie à travers les territoires que la Turquie grignote dans le nord de la Syrie, et qui ne font pas les affaires des Arabes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et la Turquie fait cela notamment, soi-disant, au nom d'un projet de relocalisation de réfugiés syriens dans le nord de la Syrie. Bon, en fait, ce n'est pas pratique, c'est pas du tout praticable. Cette histoire, la preuve, alors, certains disent 3 millions, certains disent même 6 millions, on ne sait pas trop, de réfugiés syriens en Turquie sont toujours là-bas. Ça a d'ailleurs été un des sujets principaux de l'élection présidentielle, sujet de débat en Turquie. En réalité, le débat ne tournait pas de qu'est-ce qui va devenir, le débat tournait autour de quand est-ce qu'on y retourne en fait en Syrie, ces réfugiés, comment. Et c'était vraiment un des sujets principaux, parce que c'est considéré pour différentes raisons, c'est vrai, comme un fardeau de plus en plus lourd à porter économiquement. Sociologiquement, ça se passe plus forcément très bien, même ça se passe mal dans certaines régions de Turquie avec la population
les populations locales. Bref, ça soulève tout un tas de problèmes dans la société turque. Et en gros, la question, il se pose la question de ces réfugiés rentrent. Et donc, ce qui amène les Turcs et les Syriens à reprendre langue de plus en plus, j'allais dire, ouvertement, pour tenter une normalisation qui permettrait soi-disant, hein, de renvoyer ces réfugiés en Syrie. Donc voilà, très très rapidement, très schématiquement, la trame en fait de ce qui a résulté dans le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Il y avait des pays qui étaient plutôt pour, l'Égypte, même si après les Égyptiens ont un petit peu mis le haut là, mais en gros, ils étaient quand même plutôt favorables. L'Arabie Saoudite, sans qui rien n'est possible dans la Ligue arabe, évidemment, était favorable. Les Émirats arabes unis, son ambassade, ils étaient favorables. Parmi le dernier carré des très réticents, il y avait évidemment le Qatar. Le Qatar était très dur à convaincre. Le Qatar, jusqu'à très tard, continuait de financer ce qui reste de l'opposition. Les armées, c'est plus le sujet, parce que il n'y a plus vraiment. Mais le Qatar, finalement, c'est, je dirais, par défaut rallié à la position du groupe, mais sans être convaincu. Et donc voilà, on a. Donc oui, c'est une victoire diplomatique. C'est une victoire diplomatique pour la Russie, hein, en creux, c'est l'intégration quand même de la Syrie dans la Ligue arabe. Faut pas le sous-estimer non plus. Sauf que la Russie est totalement accaparée maintenant par l'Ukraine et évidemment est entre guillemets en veille, en stand-by sur la Syrie, où elle œuvre en sous-main pour l'autre gros dossier qui est la normalisation des relations entre les Syriens et les Turcs. Ça, et ça, il faudra voir après l'élection présidentielle, deuxième tour la semaine prochaine, comment le futur vainqueur, a priori M. Erdogan, bon, on verra, va là-dessus vouloir avancer ou pas. En tout cas, pour l'instant, il y a quand même un certain nombre de rendez-vous qui ont eu lieu ces dernières semaines entre des hauts responsables, le ministère des Affaires étrangères, de la Défense, les services spéciaux qui se sont rencontrés, qui ne se cachent plus maintenant quand ils se rencontrent depuis quelques temps pour voilà, faire avancer ce dossier-là. Si je peux me permettre, le gros coup qu'ambitionnent les Russes, c'est évidemment de faire venir Erdogan et Assad à Sochi, ça c'est sûr. Erdogan et Assad à Sochi. Effectivement, ce sera un gros coup. Concernant les sanctions, on n'entend pas parler de contre-sanctions russes envers l'Europe. Y en a-t-il sur des ressources comme le palladium, par exemple? Bon, il y a eu historiquement des contre-sanctions. On se souvient tous de celle d'août 2014 sur les produits agricoles, agroalimentaires, en tout cas une partie d'entre eux. Il y a des mesures de rétorsion, mais qui ne sont pas évidemment pas de la même nature. Pourquoi? Parce que d'abord, la Russie a moins de leviers et surtout, elle ne souhaite pas, en tout cas à ce stade, couper les ponts économiques avec les Occidentaux et avec les Européens en particulier. Donc peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, dans ce registre-là, c'est plutôt la Chine qui est évoquée. Il était question que la Chine, le cas échéant, en cas de sanctions à son égard, agite la carte ou même se serve du levier des terres rares, par exemple. La Russie a cette carte. Évidemment, c'est un maniement difficile. Ça ne garantit en rien le résultat politique. Mais pour l'instant, oui, la Russie, en réalité, ça c'est plus important à mon avis, ça révèle que la Russie ne souhaite pas la rupture des relations économiques avec l'Europe de l'Ouest. Alors, on va avoir une dernière question alors, qui n'a rien à voir avec tout ça, donc on va changer un peu d'orientation. Comment expliquer la grâce présidentielle de Protasevich en Biélorussie? Alors, il faut rappeler peut-être qui est M. Protasevich, c'est un jeune homme, relativement jeune, qui a été intercepté lors d'un vol entre la Grèce et la Lituanie, je crois. Je crois que c'était en 2021. À l'époque, il y avait eu une fausse alerte à la bombe. Le vol avait été dérouté sur Minsk. Et M. Protasevich, qui est un opposant, un activiste, avait été cueilli dans l'avion à l'aéroport de Minsk. Cette affaire avait suscité beaucoup d'émoi, avait d'ailleurs justifié des sanctions contre la Biélorussie. À ce moment-là, à l'époque, il y avait encore des vols vers Moscou. Eh bien, les vols contournaient la Biélorussie, les vols d'Air France en tout cas. Et puis, voilà, donc il avait été condamné, de même que sa compagne russe. Et puis, il a été gracié, donc on l'a appris aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est difficile à dire. C'est probablement un. Bon, d'abord, Protasevich a donné des gages. Il a publié des vidéos plus ou moins spontanées. Je ne sais pas s'il l'a fait de bon gré ou pas. En tout cas, il est en train de
se réincarner, si ce n'est en propagandiste du régime. En tout cas, il n'est plus très clairement un opposant à Loukachenko. Donc voilà, c'est, je pense, une forme de récompense, peut-être de message aussi aux autres. Bon, est-ce que ce message est très convaincant? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, Protasevich, qui est quelqu'un qui n'avait pas une très grande envergure, il faut quand même le dire. Enfin, cette personnalité n'est pas quelqu'un d'assez jeune, d'assez influençable, qui a peut-être été brisé d'ailleurs, hein, par les services de sécurité biélorusses en détention. Je pense que Loukachenko considère sans doute que c'est comme disent les Russes, une carte qui a été jouée et qui n'a plus beaucoup d'intérêt. Mais on ne pense pas que ça risque de mener à la levée des sanctions contre la Biélorussie. Ah non, certainement pas. Certainement pas. Eh bien, merci infiniment à tous les deux pour ce briefing particulièrement dense, riche, plein d'informations, d'avoir répondu à toutes les questions. Petit rappel donc, qui vous concerne directement, puisque vous en êtes les organisateurs. On va reparler de l'événement organisé le 30 mai à 17h30, avec accueil des invités à 17h, concernant la situation politique en Russie entre le 24 février 2022 et l'élection présidentielle en 2024, et seront notamment abordées les questions suivantes. Quel est l'état d'esprit de la société des élites russes? Comment interpréter la cote de popularité élevée du président et du gouvernement? Qui représente actuellement l'opposition en Russie? De nouveaux acteurs ont-ils émergé sur la scène politique en 2022-2023? Comment se déroulera la future campagne présidentielle? Et, on a un peu parlé tout à l'heure, qui sont les héritiers politiques de Vladimir Poutine et quel pourrait être leur avenir? Voilà, donc c'est des questions particulièrement intéressantes, et pour y répondre, on aura cet invité rare qui est M. Vinogradov, un politologue particulièrement reconnu, et donc il y reste quelques places. Je précise que l'événement aura lieu en russe avec traduction simultanée en français. Donc tout, pardon, et en présentiel, bien entendu. Oui, attention, il n'y aura pas de transmission. Donc tous les gens présents à Moscou sont conviés, mais il faut s'inscrire rapidement. Notre salle n'est pas non plus immense. Voilà, donc merci encore de votre attention. Comme toujours, notre chambre de commerce et d'industrie France-Russie se tient à vos côtés, et tenez bon. À bientôt.